Bien, de nouveau bonjour et merci d'être présent de nouveau pour cette troisième masterclass. En fait, après la plénière, une masterclass, une deuxième masterclass, la troisième, ça va être un peu dur, mais vous inquiétez pas, on va essayer de faire en sorte que ça puisse être un peu dynamique. En tout cas, j'essaierai de parler très très vite pour capter l'attention et après, il y a un examen surprise. Non, là, je dis des bêtises. Euh, on va parler, je me suis déjà présenté, donc je ne vais pas continuer à le faire. Oui, en effet, il y a un temps de latence. Il va falloir qu'on le travaille, ce temps de latence en live. Donc, je me suis déjà présenté tout à l'heure, je ne vais pas le répéter. Par contre, j'ai la chance d'être accompagné sur scène. Bonjour à tous. Donc, Yves Rousseau, architecte fonctionnel chez Bouygues Télécom, rattaché à la DSI sur tout le périmètre de la relation client, donc solution de Genesis, mais aussi le CRM, Salesforce notamment. Oui, et en fait, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous anticipez que cette masterclass, on l'a travaillée sur 3 sections. 2 sections où je vais être un peu ennuyant, ça va être introduction des concepts et des notions, etc. Mais surtout, la partie plus intéressante, ça va être ce que vous nous avez permis de travailler avec vous et d'essayer en fait de vous aider sur la préparation à votre programme de transformation pour le centre de contact. D'accord ? Donc, un peu de... On voit bien ? Oui. Une introduction sur le sujet CX Maturity ou maturité en termes d'expérience client, vision Sabio. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on en parle là ? Alors l'introduction pour moi, c'est simple. Sabio est un groupe international, on travaille avec des clients internationaux et régionaux ou locaux. Quand nos clients commencent à travailler sur le sujet, comment je vais faire pour améliorer, faire évoluer, enrichir ou transformer mon expérience client, ils ont affaire dans leur tête à un certain nombre de questions ou de problématiques. Comme par exemple ici, mais comment dois-je aborder la convergence du digital et de l'intelligence artificielle, surtout au profit de mes clients, donc de mon expérience client. Ça peut être également, je parle d'expérience client, mais aujourd'hui, est-ce que j'ai présent et que je suis conscient de mes points de blocage en termes d'expérience client, et donc dans ces cas-là, de pouvoir identifier les priorités qu'il faut que j'ai à l'œuvre de manière à pouvoir la faire évoluer. Ça pourrait être également, oui, on parle d'expérience client, mais derrière, on sait tout ce qui est un peu de technologie. Est-ce que réellement j'ai une bonne vision de mes briques, j'appelle ça technico-fonctionnelles, que j'ai en place pour composer, former ma plateforme d'engagement client, et surtout les fonctionnalités en termes d'expérience client qu'elle m'apporte et comment elle s'intègre. Et je ne parle pas d'intégration technologique. Grosso modo, à la fin, c'est que ce soit une refonte de centre de contact, une évolution, une transition vers le cloud, on va parler en fait d'une transformation. J'insiste sur le mot transformation et je pense que toi, Yves, tu vas le confirmer derrière. Mais la modernisation que je vais apporter avec ma nouvelle technologie, comment je peux m'assurer que je vais l'utiliser pour une transformation qui va me permettre d'innover en termes d'expérience client. Donc ça, c'est vraiment mon introduction au sujet. Et derrière, comment Sabio, on a essayé de répondre à ces différentes questions que nos clients ont et continuent à avoir d'une manière continue, parce que c'est pas je commence et j'arrête. Alors côté Sabio, ce qu'on a fait, c'est de mettre en place, merci, de mettre en place un processus. Voilà. Ah non, il y a vraiment de la latence. Excusez-moi. De mettre en place un processus, une méthodologie, une approche combinée d'un ensemble d'outils qu'on a créés en interne. Je parle ici d'une approche par palier, ça pourrait être par casier. Alors pourquoi par palier ? En fait, tout simplement parce que les clients avec lesquels on travaille n'ont pas toujours le même niveau de réflexion ou de maturité par rapport à un programme de transformation. Donc en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'une manière très très simple, de manière à pouvoir aider, de définir une sorte d'approche, de conseils derrière, et on peut accompagner par palier, on va dire logique, ou qui peuvent être suivis d'une manière séquentielle. Le premier qu'on propose, c'est en fait de faire un état des lieux. Excusez-moi, je parle peut-être trop fort, c'est pour ça que j'ai fait peur au téléphone. C'est de faire un état des lieux par rapport réellement à la maturité en termes d'expérience client. On le veut d'une manière complètement agnostique à la technologie. Ce qu'on a fait côté Sabio, c'est qu'on a identifié 17 attributs clés en termes d'expérience client. On les a répartis sur 2 grandes catégories, stratégie, organisation et plutôt opérationnel, fonctionnel. Et on aide à avoir cette approche. Le deuxième palier, ça pourrait être quoi ? Ça pourrait être de dire, j'en ai parlé auparavant, quelle est ma cartographie technico-fonctionnelle ? Quels sont les différents systèmes technologiques que j'ai aujourd'hui en place ? Quelles sont les fonctionnalités en termes d'expérience client qu'elles m'apportent ? Comment ça se chevauche ? Comment ça s'intègre ? Mon troisième palier, ça pourrait être, j'ai mis en place aujourd'hui
un certain nombre de choses pour mon expérience client, d'accord, mais quels sont ces pourquoi fonctionnels? Comment je les utilise? Et réellement, quels sont mes pourquoi fonctionnels de demain? Et non seulement ça, mais quels sont les cas d'usage qui vont appuyer réellement ces pourquoi fonctionnels et m'assurer que je vais répondre aux objectifs d'expansion que je me suis donné. La quatrième étape, c'est ce que j'appellerais réellement de profiter du moment pour mettre à plat, revisiter et challenger les parcours. Mais attention, ce n'est pas que les parcours clients, ce sont les parcours clients et les parcours utilisateurs. Les utilisateurs sont des personas qui vont intervenir à différents moments de vos parcours clients. Donc c'est pour ça que ça, il faut le travailler ensemble. Chercher également à homogénéiser réellement vos différents parcours. Et la dernière étape, c'est une fois que j'ai bien compris quelles sont mes briques technico-fonctionnelles, celles d'aujourd'hui, celles de demain, une fois que j'ai bien compris mes pourquoi fonctionnels et donc les fonctionnalités en termes d'expérience client dont j'aurai besoin, une fois que j'aurai remis à plat mes parcours clients et mes parcours utilisateurs, oui, mais c'est comment je vais procéder, comment je vais commencer ma transformation, comment je vais commencer à changer les choses. Et grosso modo, c'est ici ce qu'on appelle la feuille de route, donner un point de départ, aider du mieux possible les équipes techniques ou les équipes métiers. D'accord ? Donc, j'ai parlé beaucoup. Ça, c'était l'introduction des différents concepts. C'est bien retenu tout ça, non? Parce qu'après, il y a question. Alors, le plus intéressant, c'est comment on a travaillé ensemble, en plus, avec beaucoup de plaisir. Parfois, c'était un peu difficile, non? Mais beaucoup de plaisir. Donc ici, tu vois, il y a les 5 étapes. En fait, réellement, 3 étapes qu'on a travaillé avec vous sur simplement qu'une petite partie de vos programmes de transformation. Mais j'aimerais bien que tu expliques, en fait, à notre audience la genèse du projet côté Bouygues Télécom. Oui, comment tout a commencé. Alors, c'est assez intéressant parce qu'on est passé par toutes les étapes que tu viens de décrire. Et ça a commencé par une gestion d'obsolescence technique. On avait notre solution de relation client qui arrivait en fin de vie. Il fallait la remplacer par une autre. On a commencé par faire une étude de marché pour nous remettre à jour, parce que ça faisait une dizaine d'années qu'on n'avait pas trop regardé ce qui se faisait sur le marché, ce que proposaient les éditeurs. Et on a constaté que la quasi-totalité d'entre elles étaient dans le cloud. Et c'est un monde complètement différent. C'est là qu'on a pris conscience qu'on n'allait pas s'en tirer en envoyant simplement des specs détaillés à un intégrateur qui nous livrerait tout clé en main. Il fallait tout reprendre à la base. Et on a commencé par faire une note stratégique pour partager avec toute l'entreprise, parce que ça ne pouvait plus non plus être un projet seulement géré par la DSI, c'était plus technique, c'était beaucoup plus grand que ça, c'était un vrai projet de transformation. D'ailleurs, on s'est fait un petit peu chahuter parce que le mot transformation faisait peur à beaucoup de gens. Mais c'est effectivement un projet avec beaucoup de ramifications. Il faut être prêt à aller très loin dans la remise en question. Ça peut être organisationnel, ça peut être contractuel avec les BPO, ça peut être tout ça. On n'est pas obligé d'aller jusque-là, mais on est obligé de mettre le sujet sur la table et au moins de se poser la question. Et pour être tout à fait honnête avec vous, on ne savait pas trop par quel bout le prendre. Donc on a demandé à ceux qui savent, on est allé voir Guillaume. Pas que moi, hein, heureusement. Sinon, ça aurait été un peu difficile. Mais vous avez participé à l'étude de marché, on vous a consulté, je me souviens. Oui, exactement. Alors, il y a un point que tu as commencé à déborder après la jeunesse du projet, c'est ce point ici. C'est une sorte d'étape invisible. Alors, pourquoi elle est invisible? C'est parce qu'en fait, quand on a eu l'occasion de commencer à travailler ensemble, on a découvert un peu plus le contexte Bouygues Télécom. Et moi, j'avoue, agréable surprise, ici, Bouygues Télécom, tu l'as dit, vous aviez défini conjointement entre les directions métiers et les directions techniques la charte de la transformation du centre de contact, avec 3 grands axes principaux. C'était autour des outils, de la relation client, du service client. Le deuxième qui m'a énormément plu, c'était l'automatisation et la digitalisation pour une autonomie humaine. Je recite, tu vois, ça m'a énormément plu. Et le troisième, c'était la gestion du service et la qualité du service. Oui, tu as raison, j'ai oublié de préciser que dans cette transformation, même si on avait des échéances très proches à gérer notre obsolescence, donc on a la réalité qui nous rattrapait, on essayait quand même d'avoir une vision le plus long terme possible et qui allait notamment vers l'agent augmenté, ce qu'a très bien illustré Christina tout à l'heure. Un autre point qui m'a également très agréablement surpris, ça a facilité d'une certaine manière l'approche, c'est le fait que vous aviez défini, ça va te faire sourire, votre roue fonctionnelle. Alors, j'explique réellement ce que Bouygues, tel que moi je l'ai compris, avait fait ou avait essayé de faire, c'était d'identifier tous les aspects stratégiques, organisationnels, fonctionnels et opérationnels qui, d'une manière ou d'une autre, allaient être touchés et impactés par ce programme de transformation. Les étapes, définition de la cible fonctionnelle, c'est la première étape de travail et de collaboration qu'on a eue ensemble. Les étapes, la deuxième étape, conception du modèle opérationnel, c'est la deuxième étape. Et la troisième, c'était la stratégie de conception.
Je ne les détaille pas, on continue. Alors, on parle vite, mais les questions, vous aurez peut-être la possibilité de nous les poser par la suite ou durant le break avec un café. Voilà. Étape numéro 1, définition de la cible fonctionnelle. Alors, j'ai mentionné tout à l'heure que c'était un vrai projet de transformation, que ça amenait plein de remises en question, des débats super intéressants, mais n'empêche que dans l'immédiat, si tu veux bien appuyer Guillaume, dans l'immédiat, on avait un RFP à sortir. Il fallait lancer cet appel d'offres et on ne rédige pas de la même manière un RFP pour une solution on-premise classique que pour une solution cloud. On s'est rendu compte qu'il fallait tout reprendre à la base, revenir aux besoins métiers, à l'origine du besoin métier. Très souvent, on envoie à quelqu'un, à un prestataire, à un intégrateur, notre implémentation du projet en se disant c'est ça qu'on veut, mais on n'est pas du tout en train de parler du besoin. Et il fallait vraiment revenir à cette origine-là. C'était cette première étape, justement, mais passer à une solution cloud, même si ça fait peur et même si au début on s'interroge sur est-ce que ça va cocher toutes les cases, est-ce qu'on va retrouver toutes nos fonctionnalités, est-ce que ça va vraiment être complet, qu'est-ce qu'on va y perdre, est-ce qu'on va perdre des plumes au passage? Il faut plutôt voir ça dans l'autre sens. Ça présente aussi des opportunités à condition d'être bien fait et d'être abordé dans les règles de l'art. Et justement, toutes ces erreurs du passé qu'on a accumulées au fil de nos implémentations d'une solution on-premise hyper customisée, hyper sophistiquée, il fallait réussir à effacer tout ça, faire accepter à tout le monde que maintenant on oublie, on repart sur quelque chose de nouveau, et pour en tirer tous les bénéfices, on a intérêt à aller vers le plus standard possible. Alors, tu ne m'as pas rendu la main pour me demander comment on avait travaillé. Et parce que je n'ai pas fini. Ah, pardon. Non, c'est bon. Et on avait un vrai sujet de conduite du changement à gérer parce que justement, il y avait beaucoup de personnes réticentes au projet, à l'idée d'y perdre au passage. Et on avait un vrai sujet de conduite du changement autour de ça. Donc il fallait prouver la valeur qu'allait apporter cette nouvelle solution. Donc on a repris tout à zéro et ton équipe, Guillaume, a lancé, je vais te laisser décrire le dispositif. Alors, je vais le faire un peu dans le désordre. Je vais reprendre ici anticiper la conduite du changement, mais juste avant, comment on a procédé? Je crois que le premier point de départ, ça a été, on a pris cette route fonctionnelle, on l'a retransformée, on lui a appliqué le prisme de Sabio en passant par le parcours client générique qu'on a créé et qu'on utilise comme point de départ et base aux fondations chez Sabio. Et ça nous a permis comme ça de définir toute une batterie d'ateliers à mener avec les différents pôles métiers, avec les équipes techniques, non seulement les différents ateliers, mais également le séquencement, l'ordre, de manière à s'assurer que ce qu'on allait récupérer en sortie d'un atelier avec un des pôles métiers, on allait pouvoir l'appliquer pour les ateliers suivants. Rappelle-moi combien d'ateliers on a pu avoir ou d'heures de travail? Je crois que c'est 60 ou 70 heures d'atelier. Et il fallait qu'on les fasse tenir en 2 mois parce qu'on avait un planning hyper volontariste. Et la coordination des personnes. Ensuite, ces ateliers, pourquoi? En fait, tout simplement parce qu'on avait besoin, j'ai parlé des pourquoi fonctionnels auparavant dans les paliers, on avait besoin de comprendre avec les différents pôles métiers quels étaient leurs besoins fonctionnels d'aujourd'hui, les secouer un petit peu, les challenger et les préparer justement à anticiper une transformation et donc de les aider à définir ou à mettre à plat les besoins fonctionnels de demain, capter les fondamentaux par rapport à leur activité. Un autre sujet qu'on a travaillé ensemble durant cette étape-là, ça a été de définir le périmètre fonctionnel. J'ai expliqué tout à l'heure, là en fait on parle de pratiquement une refonte du centre de contact. On parle d'un Genesys Engage vers un Genesys Cloud potentiellement. Là j'anticipe, je suis désolé. Bon, on parle d'une autre solution. Ah, tu viens de spoiler la suite. On parle d'une autre solution. Et le sujet est simple, c'est que quand je vais prendre mon centre de contact nouveau, il va m'apporter peut-être des fonctionnalités en termes d'expérience client, nouvelles ou pas nouvelles, mais peut-être que je n'utilisais pas jusqu'à maintenant, du style gestion de canaux digitaux, du style également l'automatisation, la digitalisation, la qualité de service. Et ça tombe, ce sont des fonctionnalités qui sont déjà couvertes totalement ou partiellement par d'autres briques technico-fonctionnelles en place. Donc en fait, l'idée de définir le périmètre fonctionnel est vraiment important. C'est éviter d'ouvrir la porte à des fonctionnalités avec le centre de contact qui, à la rigueur, n'ont pas de sens par rapport à l'existant et ce que je souhaite faire comme cible. D'accord? Pour moi, une des choses les plus importantes qu'on ait pu faire, c'est par rapport à anticiper la conduite du changement, c'est 2 choses. Je parle ici de faciliter la communication entre les équipes métiers et les équipes techniques, certes,
Mais je pense qu'un des messages importants qu'on a reçus de Bouygues Télécom, de toi et de vos différentes équipes, c'était Guillaume, aidez-nous à ouvrir les chakras des personnes au côté métier. Donc ça a été vraiment comme ça. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, si je te demandais de résumer un petit peu les conclusions de tout ça. Alors, à l'issue de cette première étape, on sortait avec notre cahier des charges fonctionnel rédigé de A à Z, prêt à être envoyé aux éditeurs, avec en plus des cas d'usage qui avaient été personnalisés dans nos différents cœurs de métier. Très utile parce que les éditeurs ont pu nous faire des démonstrations personnalisées. Et étant donné qu'on a demandé à chacun la même démonstration, ça nous a aidé à les comparer entre eux. Et deuxième effet bénéfique, aider à la conduite du changement pour convaincre les derniers réticents, s'il y en avait encore, parce que ce qui se voit ou ce qui s'entend, pour être précis, se vend beaucoup mieux. Et quand on prouve que voilà, on est capable de faire déjà des apports fonctionnels dans une simple démo générique, ça aide quand même beaucoup. Et enfin, ce qui nous a, alors ça a pas fait, c'est pas comme ça qu'on a choisi l'éditeur. On avait une grille d'évaluation qui a été aussi livrée clé en main, où on pouvait collégialement entrer les différentes notes, à la fois sur les aspects fonctionnels et les aspects techniques. Donc les personnes pertinentes notaient l'un, l'autre ou les deux, selon leur domaine de compétences et d'expertise. Et une restitution de tout ça sous forme de matrice qui mêle à la fois donc, aspects techniques fonctionnels et fait apparaître les différents soumissionnaires sous forme de bulles, un peu comme le Magic Cadran Gartner, si vous voulez, et on identifie tout de suite lequel ou lesquels se tiennent et lequel ou lesquels sont plutôt en deçà. Donc ça nous a permis de voir, par exemple, que techniquement, ils se tenaient à peu près tous. Il n'y avait pas tellement de sujets. Il y en avait un peu au-dessus, un peu en dessous, mais ce n'était pas là que ça allait se jouer. Mais au niveau fonctionnel, il y avait des gaps beaucoup plus marqués et ça mettait tout le monde d'accord. On avait la réponse sous les yeux. Merci beaucoup, Yves. Avant de passer à l'étape 2, c'est le petit piège ici, on en a beaucoup parlé, toi et moi. Je pense que durant l'étape 1, combien de discussions avons-nous eu autour de où placer les curseurs entre le contact center et le CRM? Alors j'explique, confirme-moi, mais quand on a commencé à travailler ensemble, Bouygues Télécom, c'était la voix contact center, les canaux digitaux, le CRM Salesforce, l'automatisation et la digitalisation, c'était Salesforce et votre bot factory. C'est ça. Dans la définition du périmètre fonctionnel, on savait que certaines portes étaient complètement ouvertes, il fallait remplacer certains modules. D'autres portes étaient complètement fermées et ce n'était pas négociable. Et puis certaines étaient entrouvertes. Et malheureusement, ça nous a fait perdre beaucoup de temps et beaucoup de discussions. Alors c'était très intéressant, mais on a passé notre temps à beaucoup changer d'avis aussi de notre côté. Donc ça a un peu patiné à cause de ça. Mais c'est vrai que c'est très important de bien définir cette étape-là, parce que sinon on peut y passer un temps infini. Et dernièrement, enfin, depuis la fin de votre mission, il y a encore eu des rebondissements et des changements à ce niveau-là. C'est ce que j'allais dire et te demander de confirmer. C'est ce genre de discussion récurrente concernant, entre autres, mais qui va gérer mes canaux digitaux, qui va gérer l'orchestration en fait, de mon automatisation, qui va gérer les apports d'intelligence artificielle ou ma base de connaissances dans votre cas de figure. Non seulement ça a eu lieu durant l'étape 1, ça a eu lieu durant l'étape 2, l'étape 3, et j'allais te demander, mais tu as confirmé, je suis sûr que ça continue un petit peu. En fait, on insiste sur ce sujet-là parce que c'est vraiment ce que Yves vient de confirmer et de dire, ça fait partie de déterminer quelles sont mes briques fonctionnelles. Et quand on a des fonctionnalités qui peuvent être obtenues par différents systèmes technologiques, identifier clairement qui fait quoi et les impacts que ça peut avoir est très important. Et les discussions auprès du métier, c'était vraiment justement parce qu'ils découvraient de possibles impacts ou de possibles améliorations au niveau de leur parcours. Donc, c'est pour ça. Étape numéro 2, on parle du modèle opérationnel, les parcours unifiés entre le contact center et le CRM, entre la voix et les canaux digitaux. Bon, explique-moi un petit peu le point de départ. Alors là, on est quelques mois plus tard, on a choisi notre éditeur. Alors, comme tu l'as divulgué avec talent, c'était Genesis Cloud. Et le contrat n'était pas encore fini d'être rédigé, en tout cas l'encre n'était pas sèche. On a voulu gagner le maximum de temps, vu le périmètre qu'on avait à adresser, parce qu'on n'y est pas allé de main morte, on n'y va pas juste canal par canal, on a voulu tout faire d'un coup. Et comme on était pris par le temps, on a voulu le faire très vite. Donc pour gagner le maximum de temps et faciliter le travail, mâcher au maximum le travail des équipes projet, on a procédé avec vous à un pré-cadrage, avant même que l'éditeur déploie son dispositif habituel. Je te laisse la parole. Merci. Alors oui. Et comment on a fait? Je pense qu'on s'est rendu compte que l'étape 1 avait été un succès, mais il y avait des erreurs qu'on voulait ne plus répéter. On est passé d'une méthodologie d'étape 1 que j'appellerais en méthodologie projet Waterfall
à une méthodologie agile pour cette étape-là. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a défini des sprints de 2 semaines. Et l'objectif, c'était qu'en fin de semaine, en fin de sprint, on définissait les priorités du sprint suivant. En milieu de sprint, on validait si oui ou non il y avait ajustement nécessaire. Et vraiment, on a appliqué cette méthodologie-là. Je pense que la deuxième leçon, ça a été que votre équipe de transformation ou de la gestion de la transformation, tu l'as renforcée. Et tu as géré les priorités pour qu'ils puissent être dédiés, non? Oui, on savait dès le début qu'on n'allait pas réussir à tout adresser, donc il a fallu bien définir nos priorités, ce qui était le plus important, ce qui devait être migré le plus tôt ou ce qui pouvait avoir le plus de poids et le plus de valeur. On a procédé dans cet ordre-là. Et le dernier point, c'était vraiment l'objectif de cette étape, c'était on a utilisé en fait des ateliers dynamiques, on a utilisé nos outils pour modéliser les parcours clients et les parcours utilisateurs, on a d'abord sensibilisé les métiers à bien comprendre ce concept de parcours et de persona, et on a cherché en fait à homogénéiser les différents parcours clients, donc les différentes phases, étapes, utilisateurs, activités, tâches, et de voir réellement les points d'intersection de ces différents types de parcours. Le résultat des courses? Alors, beaucoup de choses en sortie de cette étape-là. On avait à nouveau livré sur un plateau comment dire, cet attirail de personas, de parcours dans les bonnes pratiques, dans les règles de l'art, qui allait nous aider à l'implémenter dans notre nouvelle solution cloud. Parce on découvrait la solution en même temps que tout le monde. On était loin d'être experts. Et sur l'implémentation, vous nous avez permis de ne pas tomber de pas faire des erreurs de débutants, de ne pas tomber dans les choses trappes dans lesquelles tout le monde tombe. À la rigueur, ça, c'est pas le plus grave. Là où c'est plus embêtant, c'est que certains choix d'architecture sont vraiment structurants et ne pardonnent pas l'erreur. On se dit toujours il sera temps plus tard de détricoter. On sait très bien que ces choses-là n'arrivent jamais. Donc il ne faut pas se tromper au début et d'avoir quelqu'un qui a déjà fait tout ce parcours, nous accompagner et nous baliser le chemin, ça a énormément aidé. Étape Tu voulais ajouter quelque chose, j'ai l'impression. Non, je réfléchissais, mais on n'a plus beaucoup de temps. Donc, étape numéro 3. Alors, cette étape numéro 3, en fait, à l'origine, elle n'était pas prévue. On avait accordé une étape 1, une étape 2, et soudainement, enfin, soudainement entre guillemets, hein. Oui, alors maintenant que tout était à peu près écrit, il fallait décider, il fallait se lancer, il fallait décider par où on allait commencer. Donc c'est toujours assez difficile parce que encore le périmètre fonctionnel était à peu près bien défini, c'était beaucoup plus propre qu'au départ en tout cas, mais tout se tenait pas tellement au niveau fonctionnel, au niveau organisationnel. C'est là qu'on a subi le poids de notre organisation compliquée et de nos règles métiers qui sont aussi assez compliquées. Et finalement, on n'arrivait pas à se décider entre un déploiement en Big Bang où on envoie tout le monde et on ne se pose pas la question. Ça a des avantages, des inconvénients évidemment, ou un déploiement progressif au prix de certains développements qui allaient être éphémères, finalement, pour réussir à découper un périmètre qui ne l'était pas au départ. Là, en fait, par rapport à mon, on va dire, processus en palier, on est sur la feuille de route, on est sur mâcher le terrain aux équipes projet. On est, essayons de savoir de quelle manière les aider à implémenter, on va dire, cette partie projet d'une manière pragmatique. Comment on a fait? On a renforcé nos équipes par des experts Genesis, des experts techniques, mais des experts également fonctionnels et opérationnels. Et en fait, ce qu'ils ont fait, là, j'avoue que j'y étais, mais à peine, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont travaillé avec les équipes, vos équipes, de manière à élaborer ce qu'on appelle la cartographie du POC, donc du pilote de transition. Et surtout, le plus important, c'était cette cartographie de pouvoir en fait la traduire en un langage en fait de concepts et de notions de Genesis. On va parler d'abord identification des services clients qui seront pris en compte pour ce pilote, mais également la partie site, partenaires, persona utilisateur, agents, superviseurs, etc., les équipes, les fonctionnalités de Genesis à prendre en compte. Non, le résultat? Alors, le résultat, on avait effectivement toute cette cartographie détaillée qui nous a permis derrière de faire les choix nécessaires sur l'ordre de déploiement, sur les modalités de déploiement. Alors, le choix restait à faire, hein, c'était l'embarras du choix, mais au moins on était bien outillés pour le faire. Bien, bah, je pense qu'on a fait le tour, non? Et oui. Donc, Oui, les conclusions? Alors, en conclusion, tout le monde nous alertait dès le début sur l'importance de la conduite du changement dans ce genre de projet de transformation, et je vais le répéter parce qu'effectivement, c'était vrai, donc au risque de reboucler dessus, la conduite du changement doit être anticipée dès le début et le plus largement possible. Ça, c'est un truc qu'on a peut-être un peu moins réussi. On a
identifié le problème, on ne l'a peut-être pas assez partagé au reste de l'entreprise pour vraiment embarquer tout le monde. Donc ça s'est fait par étapes. Parfois, c'était un peu difficile. Dans les conclusions de votre prestation, ce que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, c'est que ce pré-cadrage qu'on a fait a tellement bien marché que quand l'éditeur est arrivé à son tour, ils étaient un petit peu en défaut parce qu'ils se rendaient compte que tout le travail avait déjà été fait et qu'ils n'allaient peut-être pas servir à grand-chose. Donc, désolé pour eux. Et donc, ce qui prouve que ça a été fait et bien fait, au moins aussi bien que l'éditeur lui-même l'aurait fait. Moi, ce que j'aimerais simplement rajouter, c'est que si on n'a pas travaillé sur la totalité de cette préparation à la transformation, c'est également parce que vous avez acquis l'autonomie pour continuer l'analyse des processus et la définition des phases de déploiement. J'allais y venir. Ma troisième conclusion, c'est que justement, alors c'est pas évident de récupérer tout ça et de se l'approprier et de capitaliser dessus pour le valoriser, mais c'est nécessaire et même si tout le monde n'a pas joué le jeu côté Bouygues Télécom, on est quelques-uns à l'avoir fait et on en tire les bénéfices aujourd'hui parce qu'il y a effectivement des nouveaux lots de déploiement à faire, il y a des nouvelles personnes qui viennent frapper à ma porte pour être migrées sur Genesis Cloud. Et donc, j'arrive tranquillement en leur disant, moi, j'ai déjà toute une méthodologie. Regardez, on va faire ça, ça, ça. Persona, parcours, c'est parti, quand vous voulez. Ça, je ne savais pas, je trouve ça génial. Bon, est-ce que vous avez des questions à nous poser? Sinon, en prenant le café. Je lui laisse répondre parce que... Oula, alors, la première étape, donc pour le RFP, on a mis quoi 2-3 mois 2 mois et demi, 3 mois. En comptant la On rédaction. a commencé début février pour le rendre fin mai. Oui. Après, on s'est revu en fin d'année, c'était autour d'octobre, si je me souviens bien. Oui, c'était fin octobre, début novembre. Ouais. Alors ça, c'est pas forcément représentatif. Ça a duré 2 mois, mais c'est parce que l'éditeur prenait le relais derrière. Mais sinon, on aurait continué, mais on aurait pu continuer longtemps comme ça. C'est sans fin. Donc, Enfin, on avait un tel l'étape périmètre. 2, l'étape 3, on a commencé début novembre. Ça s'est terminé, je crois, début février, mais c'est également parce qu'il y avait des vacances à prendre en compte à un moment donné. Bah oui, Noël, Nouvel An, les rois mages. Voilà. D'autres questions? Non? Écoutez, merci beaucoup pour votre patience.